Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase Hors-les-Murs ou les Bernardines se livre, tout simplement, à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on, évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontres, écriture, jeux, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Allons bon, voici 2023 que nous souhaiterions tous et toutes être l'année de la joie pour faire des rimes qui, je vous l'accorde, sont très peu riches. Mais je ne sais pas vous, de mon côté, cette année, j'ai du mal, beaucoup de mal à y croire au fond, parce qu'il faut aller chercher, mais très profondément en soi et dans le regard des autres, cette joie-là pour croire au meilleur ou plutôt au merveilleux, titre d'un ouvrage sublime de Christian Bobin qui nous a laissé, moi la première, orphelin juste avant Noël. Notre invité dans le son de la scène, directeur de troupe, de compagnie de plusieurs théâtres, le Théâtre National de Strasbourg par exemple, ou encore les Amandiers, Jean-Louis Martinelli est à présent à la tête de sa propre compagnie théâtrale qui porte un si joli nom pour la Marseillaise que je suis, Aller-Retour. Metteur en scène passionné, grand fidèle du théâtre et des théâtres, il réinvente Molière en ce moment et son amour médecin au Jeu de Paume à Aix-en-Provence où nous nous trouvons en bord de Seine. Et en préparant ce nouvel épisode, je me suis demandé justement comment Jean-Baptiste Poquelin nous souhaiterait les vœux cette année, par exemple. Comment verrait-il notre monde ? Est-ce qu'il écrirait encore contre les puissants ? Est-ce qu'il se marrerait vraiment avec nous face aux injustices ? Est-ce qu'il aurait écrit La douceur du monde, comme Christian Bobin, ou encore râlé contre la bêtise, comme le faisait si bien justement Jean-Pierre Bacry, qui me manque lui aussi ? Est-ce que Molière utiliserait Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux, ou bien encore les tréteaux ? Autant de questions insignifiantes, diront certains, que je me pose en ce tout début 2023 et bien d'autres encore. Vous écoutez le son de la scène où nous posons notre micro ici et là en Provence pour un dialogue tout simplement et pour vous embarquer dans un autre univers, un podcast imaginé par les théâtres qui m'accompagnent et qui est une source de joie. Alors vraiment voilà, je vous souhaite une très belle année 2023. Bonjour Jean-Louis Martinelli. Bonjour. Comment allez-vous ? Plutôt bien. Plutôt bien, c'est vrai ? Oui, enfin, ça dépend. Ou alors je vous raconte. Racontez-moi. Non, quand je dis que ça va bien, là, je réponds sur le plan du travail, et puisqu'on est à la veille de la première de l'Amour médecin, c'est là-dessus que je vous répondais. Après, ce que vous avez dit en préalable sur le chaos du monde, il faut s'accrocher pour aller bien. Mais justement, c'est peut-être ça aussi, s'accrocher pour aller bien. Et si vous parliez dans votre préambule de réseaux sociaux et tout, est-ce que Molière écrirait là-dessus ? Je ne pense pas que ce soit le lieu de la grande écriture, si vous voulez, pour le peu que je les fréquente. Ça arrive parfois. Non, mais moi je me suis supprimé là de Facebook, Instagram, tout ça, je perdais du temps, et puis bon, ça n'a point de vue aucun intérêt, peut-être pour la promotion de certaines choses, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne m'intéresse pas. Et je ne pense pas que Molière ait usé de ce vecteur-là et de ce média-là pour parler. Non, c'est de l'écriture, on est dans une langue. Et je pense qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi il aurait arrêté de s'emparer de l'homme dans le monde chaotique. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Sachant qu'il allie une double casquette quand même, il ne faut pas se tromper, c'est quand même un courtisan. Et mais la leçon par exemple de l'amour médecin, c'est que peut-être l'amour peut être une meilleure médecine que la médecine elle-même, sachant que quand même, la critique de la médecine du temps de Molière, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, quand même, il faut pas charrier. Mais en fait,
ce qu'ils nous racontent, c'est que ce sont les arts qui sont les meilleurs médecins, c'est-à-dire le théâtre, la musique, la danse sont des meilleurs médecins que les médecins qu'on l'on peut aller voir. C'est là que vous faites, notamment dans L'amour médecin que vous mettez en scène, des parallèles quand même, malgré tout, entre la médecine au temps de Molière et la médecine d'aujourd'hui. Vous vous permettez quelques Non, anachronismes ou non, pas? des anachronismes, c'est-à-dire Quelques liens, disons. les acteurs sont des acteurs d'aujourd'hui, mais on peut pas rabattre la critique de la médecine de l'époque en tout cas sur le plan du discours et sur le plan de l'avancée. Si je prends un exemple, c'est-à-dire que Molière savait que Louis XIV n'avait après les médecins, parce que notamment sa mère avait eu un cancer du sein et m'a soigné. Ben, à l'époque, pour soigner Au moment où il écrit la pièce, oh, d'ailleurs. oui, Ouais. quasi, oui. Pour soigner, on lui avait incisé le sein et mis une pièce de bœuf à l'intérieur. Donc, bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soigne de cette Heureusement. façon-là, heureusement, Mhm. le cancer du sein. Bon, donc, non, par contre, ce qui est intéressant, c'est la position que l'on peut avoir par rapport à que certains patients peuvent avoir par rapport à ceux qui sont censés être des sachants, à savoir un discours que l'on ne comprendrait absolument pas. On nous fait un diagnostic, on l'a tous expérimenté. Quand le médecin n'a pas cette capacité pédagogique, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, n'a pas cette capacité pédagogique pour expliquer aux patients ce qu'il en est, on est comme des... Il faut aller voir ensuite sur, je sais pas quoi, Et quand un autre médecin nous donne un autre oui, avis et donc aussi. Oui. et des avis contradictoires. Mais ceci dit, moi, je ne règle pas mes comptes avec mes enfants, parce que j'ai deux enfants qui sont médecins. Donc, C'est les deux. oui, les deux. Donc, peut-être que c'est. Mais ce que me disait mon fils récemment, il me dit, mais c'est très curieux, enfin, c'est pas curieux, mais ce pouvoir qu'on accorde aux médecins. Il dit, si ta voiture est en panne, tu vas aller voir 3 garagistes pour faire des devis. Si tu as un problème de santé, tu vas aller voir qu'un médecin. Ben non, faut consulter, quoi. Mm. Mais là, c'est. Non, on a choisi délibérément. Mais le système de pensée analogique est un système de pensée très réducteur. Je pense que il faut prendre, en tout cas c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire qu'on prend les situations de jeu qui sont celles qui sont posées par Molière, on essaye d'aller au bout euh, complètement de ces situations de jeu, mais sans se demander si on actualise ou pas. Et le travail sur l'image, par exemple, qui est fait sur ce spectacle, c'est moi, je voulais travailler sur l'idée des théâtres tréteaux, c'est-à-dire il n'y a pas de décor, il y a juste 2 tréteaux et une planche qui sont à Qui sont côté de juste à moi, qui côté de sont nous, juste là. à côté Oui, de moi, tout à fait. et d'ailleurs qu'on a peint en noir pour les intégrer dans le dispositif J'allais vous du poser la plateau. question. Oui. Hein, il n'y a pas de décor. Les seuls éléments visuels, ce sont des costumes De Christian de Lacroix. Christian Bon. Lacroix. Et le travail qu'on a fait avec Christian, c'est d'ouvrir un imaginaire. Ça emprunte certes à des éléments du XVIIe, mais c'est revisité, de la récup. Et l'image des médecins n'est pas l'image archétypale colonnade sur les petits classiques, comme ça, quand on voit les médecins de Molière avec des grands chapeaux. Par contre, oui, si, il a fait quelques chapeaux, il a fait quelques trucs, mais on a des masques que l'on a tous portés pendant la période du Covid. Bon, ben, si. Mais ça, c'est au spectateur à faire ce Mais travail-là de rapprochement. Si vous voulez, c'est-à-dire que quand j'entends les... et quelle joie aussi quand même pour Hein? vous, comme travail de metteur en scène. C'est génial d'imaginer tout ça. Ah Enfin, je ben sais pas, c'est oui, oui, fabuleux. oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire comment travailler sur un espace de fantaisie. C'est ça. Euh, Et après, chaque spectateur, après les spectatrice s'en empare. oui, oui, Bon, mais la chose peut-être la phrase peut-être la plus importante, c'est celle que dit Fillerin, le jeune médecin un peu cynique, enfin même pas un peu, totalement cynique, qui démarre l'acte 3 en disant on vit sur la confiance que les gens nous font. Donc, et il dit au vieux médecin cassez pas le business. Ben voilà. Donc il faut qu'on continue, on profite de la crédulité des gens et ce qui est le plus fort, c'est l'amour que les gens ont pour la vie. Donc, et derrière cette critique de la médecine, il y a aussi une critique de la religion qui est en sous-texte, puisque c'est la critique de toutes les croyances, en fait, et de la crédulité. j'allais dire plutôt la crédulité, ouais, en De la effet. crédulité, pas de la croyance, de la crédulité. Bon, je vais dire une phrase qu'on répète souvent parce que Molière, voilà, c'est quand même pas rien. C'est enseigné encore à l'école et heureusement d'ailleurs Mm. qu'il y a une modernité, une actualité folle, notamment dans ce spectacle-là. Quelle est la part, vous, Jean-Louis Martinelli, d'actu dans votre travail de metteur en scène? Bah, encore une fois, je vous dis, il faut se laisser faire. Mhm. Je la cherche pas. Bon, on l'a cherché
Elle vient cette souvent espèce à de, nous. de mix Ouais. dans le travail des costumes dont on a parlé. Après, ça joue aussi, ça joue par exemple sur le travail musical. Certains puristes euh, pourraient être horrifiés que l'on n'ait pas gardé la musique de Lully, par exemple. Mhm. Bon, on n'a pas gardé la musique de Lully parce que d'abord, moi je trouve que Vous n'aimez pas? non, non, mais moi ça me Vous touche, pouvez le dire, hein. ça me touche nullement. C'est-à-dire Ouais. que je suis pas du tout baroqueux. Il y a des choses que je peux trouver très belles, mais là, euh, c'est ramener une pompe là-dessus. Alors certainement qu'au moment où c'était la musique de cour, au moment où Molière créait le spectacle, donc c'était la musique de l'époque, Mm. je ne vois pas pourquoi je ne m'accorderais pas la même liberté aujourd'hui que lui s'est accordé quand il travaillait sur des canevas où il a pompé joyeusement au théâtre italien, il a pompé à À la tout ce Commedia qu'il voulait, à la dell'arte, Commedia ouais, bien dell'arte, sûr. à des auteurs mineurs de l'époque, à des farces populaires suite à ses tournées en province. Et vous dites Donc, pourquoi pas moi? mais bien Ah, bah, sûr. bien Et sûr. donc sur le plan musical, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on finit, mais je ne vais pas dévoiler le spectacle, mais on finit la représentation sur une fête de mariage avec un twist tiré de Pulp Fiction. Bon, Molière n'a pas vu Pulp Fiction, mais on ne s'est pas posé la question de l'actualisation, c'est-à-dire de retrouver un équivalent de de ce que sont des musiques populaires. Mm. Au bout du compte, ce que devait être la musique de Lully, j'imagine. Mais est-ce que cette liberté dont vous parlez, j'ai plein de questions à vous poser, Jean-Louis Martinelli, sur la question des tréteaux, de l'espace public, Hum, du théâtre populaire. Allons-y. hum, Jouer partout, jouer tout le temps, jouer n'importe où, et c'est hum. au sens positif du terme que je l'emploie. Ça veut dire quoi aujourd'hui d'avoir cette liberté-là? Aujourd'hui, d'aller vers, hein, pour reprendre aussi Hum. un terme des théâtres, ça veut dire quoi pour vous qui êtes fervent défenseur de ce théâtre partout? Je comprends pas la question. Ça me paraît de. Non, quand je dis que je comprends pas la D'une question, évidence pour vous? oui, C'est ça? oui, Oui. oui, c'est pour ça que je Ouais, dis que c'est je pour ça que comprends je la pas. pose aussi. Ouais, je comprends pas la question parce que toujours eu, je crois comme la quasi-totalité des gens de théâtre, il faut pas charrier, cette volonté de parler au plus grand nombre et d'aller. Donc peut-être faut-il des formes. C'est vrai que s'il y a une forme opératique avec des décors qui demandent 5 semi-remorques et 20 Et beaucoup d'argent? machinistes et beaucoup d'argent, Ouais. donc et là, pour le coup, je fais peut-être une parenthèse, c'est-à-dire que je crois que quand Molière dit c'est les arts qui peuvent être les meilleurs médecins, je ne pense pas qu'on ait un grand médecin à la tête de cet État. C'est-à-dire que je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, alors je vais y aller cash, je pense qu'il en a rien, Allez-y. je pense qu'il en a rien à foutre et que le théâtre est simplement un truc de Mm. divertissement, Mm. mais c'est derrière. Pour moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est la question du sens, celle du langage et celle du sens qui fout le camp. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, je dirais jugé, il s'agit de jugement, par des fonctionnaires de la puissance publique sur des critères qui relèvent de critères de productivité que l'on demanderait à une usine de fabrication de pâtes. Mais cette perte de sens, c'est-à-dire que à la limite, on pourrait avoir imaginé une société sans théâtre, pourquoi pas. Mais simplement que Croyez? Hmm. supposons Ok. simplement que cette perte de sens, c'est le théâtre comme symptôme. Si on revient à un vocabulaire La médical, c'est-à-dire médecine, que oui. le théâtre et le manque d'intérêt au théâtre comme un symptôme de la perte de sens du politique. Et donc, il ne faut pas s'étonner après de ce que l'on voit. Ouais, C'est-à-dire qu'on JV ne peut cache pas. aussi de la Hein. médiocrité ambiante. Oui, mais bon, je veux pas. Oui, oui, Oui. oui, 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 mais parce qu'encore une fois, ce sont des critères de gestion qui prennent la place de la pensée. Je suis pas plus gaulliste que ça, mais il me souviens d'une phrase que j'entendais du général de Gaulle qui disait l'intendant se suivra. Ben oui, c'est-à-dire que c'est le politique qui est aux commandes. Aujourd'hui, c'est pas l'intendance qui suit, c'est le politique qui s'adapte à un discours de com pour justifier des trucs d'intendance. Voir c'était des réformes imbéciles des retraites, par Hmm. exemple. Bon. Qu'est-ce qui précisément commande votre désir, Jean-Louis Martinelli, votre envie Ben, d'homme de théâtre? de créer des espaces de doute, de créer de la confrontation, sachant que le problème auquel on est confronté, et c'est se confronter, je veux dire, et ça c'est quand même difficile, c'est-à-dire qu'on voudrait parler à tout le monde, et or on parle quand même beaucoup à des gens qui pensent la même chose que nous. Donc, Cet entre-soi c'est, dont on oui, parle souvent. et ça, c'est assez difficile à Mais perturber. d'où ma question. Il s'agit de ne pas l'ignorer aussi et de se poser ces questions-là. Vous disiez, oh, mais c'est une évidence pour moi de Mais mettre non, mais du théâtre partout, oui, mais mais ça a été une évidence, mais je suis pas sûr d'y être arrivé dans les théâtres dont je me suis occupé. Bon,
ça a toujours été effectivement le mot d'ordre, d'ouvrir. Et ensuite, pour ce qui est de la représentation, c'est-à-dire d'ouvrir aussi, c'est-à-dire d'ouvrir un espace de questions et pas apporter de réponses. Moi, je suis pas pédagogue. Quand il y a trop de pédagogie dans le spectacle ou de certitude, c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc c'est mettre du doute, de la C'est surprise. mettre du doute, de la surprise, de la question. Ouais. C'est-à-dire, c'est d'ouvrir un espace de questions sur le monde dans lequel on est. Il est difficile de se laisser surprendre aujourd'hui quand on manque de temps, quand on a l'impression d'être un peu coincé aussi, au chaos du monde, pour Hum. reprendre ce terme que vous avez employé. Voilà, se laisser être, laisser arriver quelque chose, qui soit du texte, de la musique, du théâtre, du spectacle vivant. C'est même quand on en a très envie, d'ailleurs. Je sais pas. C'est cet effort-là dont je parlais en introduction. Pour le spectateur, vous Mhm. voulez dire? Ah ben oui, 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 oui. Oui, oui, mais quand on est baigné dans des difficultés de vie, quand on est pris ou alors parce qu'on est pris par un boulot qui est hyper exigeant pour ceux qui ont la chance de travailler, c'est peut-être beaucoup plus, c'est pas peut-être, objectivement plus difficile. Surtout quand ça ne devient pas un lieu qui est encouragé dans la pratique. Mm. Et facile d'accès. Facile d'accès, je crois qu'il l'est malgré tout. Dans beaucoup de théâtres publics, le prix des places est relativement accessible, même si effectivement il m'est arrivé d'entendre des responsables administratifs au ministère de la Culture nous demandant de relever le prix des places des théâtres pour avoir une meilleure gestion, alors que c'est le fondement même de la subvention, c'est de permettre à tous d'aller le plus simplement possible et la façon la moins chère d'aller au spectacle. Et là, qu'est-ce qu'on répond en tant que directeur de Ben théâtre? non, je n'augmenterai pas les prix. C'est non, Non. c'est du refus. Oui, ben oui. Ben Ouais. oui, ben c'est-à-dire qu'il faut rappeler à ces gens-là, parfois, comme Planchon a appelé un certain nombre de personnes dans les ministères, ces petits hommes gris, il faut leur rappeler quel est le fondement même de l'action artistique. Mm. Mais bon, mais je veux pas être désabusé, hein, Mais non, mais vous ne parce l'êtes pas. que non, j'espère, non, parce que je me méfie. Quand on a commencé à arriver à un certain âge, on peut être tenté par le c'était mieux avant. Non, parce que vous avez Et, du sourire et du oui, oui, désir. oui, Moi, c'est oui, ça oui, que oui. j'entends dans votre voix, donc ça va, tout Non, va non, bien. il y avait certaines choses qui étaient effectivement plus faciles. Non, Oui. mais il y a quelque chose aussi du refus de l'indifférence dans tout ça, c'est-à-dire d'être vivant. Enfin, quand on parle de spectacle vivant, moi, je suis quand même dans cette démarche-là aussi, Oui, toujours de réfléchir, de parler, de mais discuter, oui, à mais notre niveau, à nos et niveaux, si en vous voulez, fait. ce qui est tout à fait perturbant, c'est-à-dire que c'est que plus on est en tant qu'individu soucieux du monde, et j'ai un peu l'impression que c'est ça qui mine certains jeunes directeurs de théâtre. euh, Plus on est soucieux donc de ces difficultés, moins on ose revendiquer la nécessité de l'acte de création comme acte d'émancipation. Or, c'est fondamental. C'est vrai qu'il y a du chômage, c'est vrai que c'est le bordel. Moi, il m'est arrivé d'aller au Burkina Faso et de dire il faut qu'il y ait 1 à 2% du budget du Burkina Faso qui soit consacré à la culture. Ça paraît complètement cinglé, mais c'est pourtant nécessaire. C'est vital, quoi. Mais et puis Et aujourd'hui, je n'entends pas cette musique. non, C'est-à-dire que pour justifier de la dépense publique, on nous demande d'organiser des goûters avec les mamies du quartier, de faire, je ne sais pas quoi, une balade dans la ville avec des nourrissons. Et là, oh, c'est formidable, ça va justifier l'activité de création. Non, l'acte de création, il se justifie en rien d'autre que lui-même. ce que j'entends aussi dans votre voix, Jean-Louis Martinelli, c'est la question du mouvement. Voilà, j'entends ce mouvement-là et Oui, ça me plaît. Donc oui, oui. merci. Et j'entends aussi l'aller-retour, les Hum, allers et hum. retours, le nom de votre compagnie de théâtre. Pourquoi ce nom-là qui me plaît? Bah, Pourquoi l'avoir choisi? Aller-retour, c'est le titre que j'avais choisi pour un bouquin qui était sorti chez Actes Sud, où plutôt que de parler je peux peut-être y venir, mais peut-être plutôt que de parler de l'art de l'acteur ou les grandeurs et vicissitudes de la direction de théâtre, j'ai préféré parler de voyages de théâtre que j'avais fait dans différents endroits du monde, notamment en Afrique, en Suède, en Iran, et c'est d'où le titre d'aller-retour, c'est-à-dire
d'aller voir ailleurs, d'aller s'imprégner d'autres choses, d'aller regarder le monde, de regarder le monde depuis les marges, par exemple, de le regarder de différents côtés, et pas simplement en étant auto-centré sur mon propre nombril, ça n'a pas aucun intérêt. Vous l'avez regardé, Le Monde depuis les marges, notamment avec ce spectacle de 2019 magnifique qui était venu au théâtre ici. Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner. J'aimerais qu'on en parle un peu à celles et ceux qui ne l'ont pas Oui, vu. ben, c'est une démarche, si vous voulez, qui fait suite à un premier mouvement, justement, vous parlez de mouvement que Mm. j'avais eu, où après avoir monté l'Avare et l'avoir joué en grand nombre de représentations, ça coïncidait avec des élections où il y avait une très forte poussée du Front National. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, moi, à l'endroit où je suis? Effectivement, je monte l'Avare, c'est très bien, j'ai pris mon pied à monter l'Avare, mais Merci Molière, est-ce mais que ouais. je râle, et là, je viens de le faire, contre l'indigence des politiques, mais à l'endroit où je suis, moi, qu'est-ce que je fais? Et donc, comme on avait rempli le cahier des charges avec le ministère, je suis allé j'ai demandé si effectivement pendant un an je pouvais un peu me mettre en marge et aller faire un certain nombre je ne savais pas trop quoi, de travail, d'immersion, je sais pas, avec des gamins de la protection judiciaire, avec Des mineurs isolés. des Mm. mineurs isolés qui sont dans un foyer d'urgence. Je travaille avec une association qui travaille en Seine-Saint-Denis. J'ai visité plusieurs endroits. Et ensuite, nous sommes allés avec Christine City, qui là collabore à la mise en scène de ce spectacle, là, De de l'amour l'amour médecin. médecin. Ouais. Nous sommes allés plusieurs fois dans un foyer d'accueil d'urgence. Et quelques mois après, elle a écrit un texte. Comme c'était Hortense Archambault de la MC 93 qui nous accompagnait sur ce projet, on n'avait pas du tout l'idée de faire un spectacle. Elle a écrit ce texte, on en a fait une lecture publique. Et suite à la lecture, Hortense nous a dit mais il faut monter ça. Donc on a engagé des jeunes acteurs qui ne sont pas les gamins du foyer, tout ça. Ceci étant dit, je voudrais quand Qui à même. Marseille est un vrai sujet pour nous. Oui, ben oui, ben Voilà, oui, les oui. mineurs isolés, Ben la oui, question de l'accueil, de l'hébergement. donc, Ouais. et donc, mais moi, j'ai d'énormes réserves hein, par rapport au théâtre dit documentaire Mm. et à l'immersion. C'est-à-dire que je pense qu'il y a enfin, je pense pas, j'en suis plus convaincu, qu'il y a une nécessité de transformation et de transposition de ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un reportage. À ce moment-là, je prends une caméra, ça peut nous Ou un arriver hein, de faire un micro. documentaire ou un micro, et puis bon, on va parler d'un sujet, on va donner à voir. Mais donc, c'est comment on transforme cette chose-là. Et finalement, ce qu'on Par racontait le théâtre. oui, mais ce que racontait ce spectacle, là, au bout du compte, c'était l'histoire d'un ratage. C'est-à-dire que nous sommes allés dans cet endroit-là pour essayer de faire du théâtre à des mômes. C'est révélé complètement impossible. On était complètement crétin, d'ailleurs, de penser que ça serait possible. Et c'est des bouts d'histoire qui sont arrivés aux oreilles de Christine, qu'elle a retransformé, qu'elle a réinventé, qu'elle a chamboulé. Et après, on raconte ça. On racontait cette expérience-là, justement, d'une actrice qui se pointe dans un foyer et puis qui en sort et qui en repart en ayant envie de pleurer parce qu'on mesure notre C'est impuissance. ça. Mais ça dit quelque chose, c'est courageux, je trouve. Ça dit Ou- quelque chose oui, d'un échec, d'un oui, raté, oui, oui, disons, qui oui. pourtant ouvre des fenêtres sur d'autres euh, réussites, en fait, Oui, oui, sur d'autres histoires. et puis de fait, un public confronté à ces représentations. Pour Mm. le coup, ça c'était intéressant parce que là, c'est un public confronté à ces représentations qui n'avait pas conscience de ce sujet. Pour une part, un C'est-à-dire. public bourgeois qui allait voir Mm. cette chose-là était particulièrement choqué et surpris. Moi, je me souviens d'une dame, on avait joué à Avignon, d'une dame à la sortie du spectacle, disant à Christine. Je ne regarderai plus les mômes dans le coin de la rue comme ça. Ah, mais ça, Bon, c'est- ben voilà, là, il y en a une, mais là il se passe il se quelque chose. passe quelque Il chose. se passe quelque chose, oui, bien Ouais. sûr. Mais pour autant, je trouve que il faut faire attention, c'est-à-dire que de la même façon que je disais, on justifie de la dépense publique pour des goûters ou des promenades urbaines, il ne faudrait pas que il y a quelque chose de la fiction, il y a quelque chose du théâtre d'art qui relève de mondes imaginaires qui n'ont plus rien à voir avec un réel immédiat. Moi, ce qui m'intéresse, je vous parlais d'aller-retour, ce qui m'intéresse, L'un c'est peut aller avec l'autre aussi, oui, hein. bien Le sûr, goûter peut aller c'est avec un bien projet sûr, de bien sûr, création. Ouais, bien ouais. sûr. Non, mais moi, ce qui m'intéresse sur un répertoire, c'est de pouvoir aller à différents endroits, de pouvoir aller à l'adaptation d'un roman, de pouvoir aller là, on a fait un documentaire avec une amie sur une femme que
j'ai dans un premier temps interviewé à Toulon, avec laquelle ensuite on a fait des lectures publiques sous forme de spectacle, enfin de mise en espace. Pour raconter quoi? Qui raconte sa vie pour le coup, c'est encore des allers-retours. C'est une dame qui s'appelle Madia, qui est née à Toulon, de parents d'origine kabyle, et qui, à 18 ans, est interdite de faire des études par ses parents, qui retourne, qui va en Algérie, qui se marie là-bas, qui a 2 mômes, qui voit toute la montée des islamistes en Algérie, qui tombe sur un mec qui lui tape sur la gueule, qui reprend ses 2 enfants, qui revient en France, qui se retrouve dans un état de précarité absolue, qui quand même arrive à s'en sortir, qui reprend des études, qui se remarie et qui, quelques années plus tard, a un môme ado d'un deuxième mariage, qu'elle chope sur des sites salafistes. Enfin, c'est un parcours tout à fait extraordinaire. Et donc, c'est ce récit-là qu'on a donné à entendre. Et plutôt que de faire un spectacle qui tourne, c'est-à-dire il y a un documentaire qui est fait sur cette dame, comment elle approche le fait même de dire son histoire en public, qu'est-ce que ça pose comme question, voilà. Mm. J'entends Algérie et je Oui. vois sur notre table ici, sur la scène du jeu de pommes à Mhm. Aix-en-Provence, Jean-Louis, un ouvrage que vous avez choisi. On demande à nos invités de lire ou de nous parler d'un bouquin qui les a touchés. On est chez Gallimard, là. Oui, Vous nous racontez l'histoire? c'est un auteur qui s'appelle Xavier Leclerc, dont j'avais entendu une émission, je sais pas, je sais plus où, sur France Info peut-être, Mhm. et ça s'appelle Un homme sans titre. Xavier Leclerc, c'est pas C'est un son nom de pseudonyme? naissance, non, c'est pas un Non. pseudo, c'est une traduction de son nom en kabyle, il l'a traduit en français. Donc cet homme sans titre, ça part de l'histoire de la Kabylie. Il s'est placé sous l'égide d'Albert Camus, puisqu'Albert Camus a fait un certain nombre de reportages en Kabylie. Et ce que raconte Xavier Leclerc, c'est des vacances qu'il a passées, où c'est l'enfance de son père en Kabylie, et sous le regard de fait d'Albert Camus. Et petit à petit, cet homme-là... Quel beau regard, quand même. Oui, Ouais. oui, oui. Oui. Donc, et d'ailleurs, un regard, et puis son écriture, et on sent qu'elle est contaminée par Camus, en fait, celle de Xavier Leclerc, je veux dire. Et donc, il raconte la vie de son père et la sienne propre, c'est une forme d'épisode et d'avancée. Et ce garçon, ce père-là, qui a vécu une enfance très dure en Kabylie, se retrouve ensuite ouvrier métallurgique dans la banlieue de Caen, avec une famille nombreuse, des conditions difficiles. Et par contre, ce garçon, le narrateur, donc, lui, se découvre une passion pour l'écriture, pour la lecture. Il est tout le temps fort à la bibliothèque, jusqu'à son adolescence, où là, deuxième épisode, pour lui, l'homosexualité devient une chose avérée. Il le dit à son père qui prend mal la chose, et même les voisins, c'est assez difficile. Il se tire Ah, il se fait. de cet endroit-là. Il va à Ouais. Paris, après il va à Londres, enfin bon, et puis ensuite il franchit son nom. Il a une carrière professionnelle assez brillante. Il n'a jamais revu son père, et le roman se finit par une lettre qu'il adresse à son père. Qui est bouleversante, Ouais, ouais, j'imagine. mais le bouquin est assez bouleversant. Alors, Il moi y a plein de sujets. Qu'est-ce qui vous j'ai bouleverse trouvé, le plus, là, dans tout ça? hein? Il y a plein de sujets différents. La question de la famille, la question du transfuge. Ben, c'est cet ensemble c'est-à-dire que et en même temps, si vous voulez, c'est une chose contradictoire, c'est-à-dire que c'est un parcours de naissance et de renaissance transgénérationnelle, c'est-à-dire que un père sacrifié et un fils Sacrifié ou pas, qui je sais pas. renaît. Ouais, qui renaît En plus tout tard. cas, en tout cas qui renaît avec traumatisme, mais comme chacun d'une certaine façon. Mais là, c'est plus aigu. Mais le rapport de chacun de nous avec la parentalité est quand même pas toujours source de joie, Source de questionnement, en source de tout cas. Et questionnement, source de à création au défaut, à théâtre défaut aussi, d'être oui. source de névrose. Mais Oui, bon. comme bon, Molière, hein, Ben le, oui, oui, le oui, père bien sûr. Ben oui, possessif. ben oui. On Ben, l'a, bon, là, voilà. dans L'amour médecin, c'est quand même un des 2 thèmes, c'est le mariage forcé. Et ça, c'est quand même encore un sujet qui peut, même si on est pris sur d'autres thématiques, il n'empêche que ça existe encore. Ça existe encore, et beaucoup d'ailleurs. J'utilise, hein, Oui, oui, ben, je vous en Jean-Louis prie. Martinelli, ce qui se passe autour de nous, parce que ce théâtre au Jeu de Pommes, il est magnifique. Enfin, moi, il me touche toujours beaucoup, ce théâtre à l'italienne. Je sais pas
Quel est votre sentiment? Je trouve joli comme un cœur. Ah mais non, mais c'est formidable parce qu'en plus, il y a une proximité avec le plateau. Ouais, On n'est pas pris, on est en rapport avec la physicalité même du jeu c'est de organique théâtre. là. Ouais. Et là, non, non, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez décrire à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'on voit là? Il y a des ordinateurs, il y a des tables. C'est là que vous travaillez avec vos comédiens et Ouais, c'est comédiennes? là que je travaille. Non, non, les comédiens, ils sont sur le Oui, plateau. oui, mais vous êtes Non, moi, je suis plutôt en bas, si vous vous êtes voulez. en bas, Oui, ça dépend. Au début des répétitions, j'aime bien être à côté, vraiment sur le proche, plateau. presque sur le plateau. Enfin, souvent les salles de répétition, c'est un sol uni, Mm. il y a pas de scène et de salle. Mais d'être assez proche pour pas perdre de temps entre le moment où je peux constater un point sur le jeu et puis où je vais le dire. Parce que là, quand on est en bas, le temps que l'on dise hop, attends, j'ai un truc à dire Attends, je monte. et qu'on vient dire, déjà on perd l'idée, on perd l'énergie, ça décoince. Et puis j'ai l'impression, c'est ce que disait Giorgio Strehler, c'est qu'il dit j'ai l'impression d'être un chien à qui on jette un os sur la scène. Je dois aller le rechercher sur la scène et de le ramener à ma table. Donc des fois j'ai un peu l'impression d'être un clébard. Ouais. Donc Ça nous arrive à mais tous. donc, oui, effectivement, il y a une table où il y a le metteur en scène, et puis derrière, effectivement, là, il en manque, mais il y a des gens qui font le son et qui font la lumière, qui ont leurs ordinateurs qui commandent ce qu'on appelle les jeux d'orgue, ou voilà, et le son, et qui travaillent de fait à proximité du plateau. Ensuite, pendant le spectacle, on ne les voit pas forcément parce qu'il y a des régies techniques que l'on voit ici au premier balcon. Derrière, mais pour travailler et puis pour sentir la représentation, il s'agit bien d'élaborer les choses toujours dans ce rapport physique et le plus concret possible, à- pas loin de là où est le metteur en scène, et on travaille ensemble puisqu'on peut se parler. Il y a quelque chose de la fidélité, j'ai l'impression aussi dans votre travail, fidélité à certains comédiens, certaines Oui, comédiennes, oui. je pense Marina Foïs, j'en cite quelques-uns comme ça. Marina, j'ai travaillé qu'une fois avec elle. Ouais, Jean-Pierre Daroussin Oui. aussi, bon Charles Berling qui est pas très loin, qu'on Ah salue ben aussi, mais là pour le coup dans les trois que vous venez de citer, c'est avec Charles que j'ai le plus travaillé ouais, parce que Jean-Pierre malheureusement on avait envie de faire d'autres choses mais bon on n'en a fait qu'un. est-ce que ça vous Jean-Pierre évoque Bacry je veux dire. Hein? la fidélité, parce que fidèle au Oui, théâtre aussi, à Dominique oui, Bluzet, oui, oui. voilà. Bah, là la fidélité est réciproque. Avec Charles Berling, oui on a dû faire une douzaine de spectacles ensemble. Mhm. Mais Qu'est-ce que ça vous évoque la fidélité dans votre métier? ben, c'est de rapport de metteur en scène à des acteurs, là il y en a dans le spectacle hein, avec qui j'ai fait plusieurs spectacles. C'est un chemin, ce sont des conversations d'artistes. C'est pas, moi j'aime pas le mot direction d'acteur par exemple, je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, enfin je peux mettre des termes dessous, mais on accompagne, on dérive ensemble. Et quand on a eu plaisir à faire un voyage avec tel ou tel, bon, on a envie de le recommencer, de le continuer, de le creuser. Dans cette conversation, elle n'est jamais finie. C'est dans ces amitiés artistiques là, par exemple, quelqu'un comme Amougraya qui est venu Mhm. jouer un médecin, il a eu une scène qui dure 5 minutes dans le spectacle. Amou, il a joué des très grands rôles. Moi, j'ai travaillé avec lui. Il a joué Antiochus dans Bérénice, notamment avec moi. Mais il a fait des tas de films. Il a travaillé avec Chéreau dans plusieurs de ses spectacles. Bon, ben, j'étais un peu gêné même pour l'appeler parce que le truc est petit. Et puis il me dit ah non, 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 c'est bon, attends, Je on viens. passe un mois en ça, Ouais. on va passer un mois ensemble, je viens. Donc, et c'est Martine Chambacher par exemple qui fait Lisette. J'avais pas travaillé, j'avais fait 4 spectacles avec elle il y a 30 ans. Donc, et tout à coup, bon, on me dit ah, mais tiens, pourquoi je peux. Non, mais Ça se construit, ça se tisse, c'est pas. la fidélité en fait. Ouais, Oui. sachant que c'est un milieu où c'est pas. C'est fidélité à défaut de compagnie, à défaut de troupe. C'est peut-être ça la chose. C'est-à-dire que Mm. je crois que quand même, alors c'est difficile. Moi, j'ai pu le faire à peu près à Strasbourg au Théâtre National de Strasbourg pendant 7 ans, où il y a des comédiens qui étaient salariés permanents du théâtre et qui étaient là, c'était pas beaucoup, mais de 6 à 10 quand même, qui étaient là toute l'année. Les grandes aventures esthétiques, elles se sont faites à partir des troupes. Il faut pas. Mm.
Et or, aujourd'hui, on a... Et regardez, on revient à Molière, hein? Oui, Hop, bien comme sûr, ça, bien sûr, bien sûr, encore. bien sûr, bien sûr. Non, mais ça paraît évident, Oui, ouais. parce que la troupe, il y a pour moi une image du collectif qu'on a tendance à pas perdre, mais en tout cas une grande difficulté à le retrouver parfois, ce collectif. Oui, Est-ce que alors je la sais troupe pas, je sais permet pas. ça? Je sais pas. Oui, la troupe permet ça, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on met sous la notion de collectif. Mhm. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple de Molière, les rôles étaient quand même assez distribués, hein. Oui, 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 C'était lui qui écrivait les textes, c'était lui oui, qui jouait les trucs, qui prenait les c'est rôles qu'il ça. avait envie de prendre, et puis c'est toujours quand même les mêmes qui avaient les rôles principaux. C'était quand même. Mais par contre, il y a un groupe, il y a une famille. Et alors, à défaut de l'avoir sur de façon permanente, ce rapport de fidélité, il permet quand même de retrouver, on retrouve très vite, mais des histoires communes, Mm. oui, moi, ce qui m'apparaît Se important, c'est de reconnaître. se reconnaître et petit à petit euh, de dégager des fidélités avec des êtres avec qui on a envie et avec qui on partage un regard sur le monde. Mm. Il C'est y a un auteur justement que j'aime beaucoup, avec lequel vous avez travaillé, c'est Laurent Godet, oui, qui, puisqu'on est quand même à quelques pas, quelques vagues de Marseille, ici à Aix-en-Provence, qui a signé un texte magnifique dans le livre de Gallimard qui est sorti il y a quelques semaines pour SOS Méditerranée, ouais. dont les fonds sont reversés d'ailleurs à SOS Méditerranée. C'est un petit engagement, c'est déjà ça. Sur la Méditerranée, il avait aussi signé une préface d'un autre ouvrage en soutien à SOS Méditerranée avec cet extrait magnifique de Frères migrants de Patrick Chamoiseau, que moi je Mhm. trouve superbe. Sur lequel j'ai failli faire un C'est spectacle vrai? et que je suis pas réussi à monter. Qui déclare, je me permets, les poètes déclarent que la Méditerranée Oui. entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus intimes lumières. Je trouve que c'est voilà, c'est d'une résonance bouleversante. Alors pourquoi vous n'avez pas réussi? Ben, déjà un mot sur Laurent Godet, il faut lire Eldorado aussi, Oui, le roman qu'il a écrit. Moi, je fais un travail avec lui aussi sur l'idée de la révolution avec des élèves du conservatoire. c'est ça. Il a écrit un long poème comme ça autour des printemps arabes. Et non, c'est un travail que je voulais faire et que peut-être qu'on y arrivera un jour avec un ami peintre qui s'appelle Frédéric Leinberg, qui a fait une série de toiles, ça s'appelle Odyssée. Il est allé dans des îles en Grèce, il est allé à Grande-Sainte, il a fait une série de diptyques qui font 4 mètres par 2. La moitié du tableau sont des images des peintures assez hyper réalistes comme ça, c'est des images prises sur ce qu'il voit. Et la deuxième partie du tableau, c'est des références mythologiques comme ça. Mm. Et il fait jouer la mythologie en face des images. Et vous aviez envie de le faire Et donc résonner avec on Frères avait migrants, c'est ça? et Le l'idée texte, ouais. c'était oui, et j'avais même parlé à Chamoiseau qui était d'accord pour qu'on use de ce texte, voire d'écrire sur l'étoile. Ça a failli se faire deux, trois fois, et puis j'ai pas trouvé l'idée, c'était une performance, de travailler sur une performance. Peut-être qu'on le fera un jour, je sais pas, d'avoir des grandes toiles peintes et d'avoir des extraits de frères migrants comme ça Mm. sur ces toiles peintes, et puis que ces toiles s'affalent et que bon ben j'avoue que Qu'est-ce qui vous... non, c'est pas moi, c'est quand je l'ai proposé, je me suis fait toquer, quoi. Ok, j'aime cette honnêteté-là. Je dis non, le texte est trop fort. Non, 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 c'est non, pas non, passé comme ça. c'est pas ça. C'est que dès que j'ai employé le mot immigration, les gens ont de tous des bons sentiments, mais on n'en parle pas, quoi. Bien sûr, ouais. Quel est Ouais. votre rapport, vous, à la Méditerranée? Peut-être un peu plus intimement, je sais pas. Jean-Louis, vous pouvez me dire, j'ai pas envie de répondre. Non, c'est pas que j'ai pas envie de répondre. Non, non, je peux vous faire la réponse de ma femme, C'est bien aussi. qui est de dire je ne retournerai plus jamais me baigner en Méditerranée. Ah ouais. Voilà. Comme on l'entend beaucoup, Voilà, ce discours-là. donc du coup, bon ben, les prochains, si tant est qu'il y ait des voyages, les prochains projets, ils sont par Méditerranée. D'accord, ils sont pas en Méditerranée. Bon, on vous accueille quand même ici avec D'accord, joie, ok. d'accord? Parce que la Méditerranée, c'est quand même l'hospitalité et Mhm. l'accueil, et je le Non, mais je revendique parlais de la mer là, fermement, mais bien elle-même. évidemment. Bon, bah, vous irez dans d'autres mers, d'autres océans, peut-être. Le Mhm. voyage continue. Ouais. Il se poursuit vers quel projet, par exemple, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines Ben, années où on vit?
vous savez, le, il faut laisser venir le désir de faire les choses si elles sont possibles, si on en a envie. Il faut pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire à peu près ce que j'avais envie de faire pendant de nombreuses années, mais je n'ai pas envie de faire du théâtre pour me prouver que je suis pas mort, quoi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. En J'ai en- revanche, pour rester vivant, oui. oui, mais oui, oui. Non, 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 mais j'ai dit un certain nombre de choses. Par exemple, il n'est pas exclu qu'il y ait un travail sur ce bouquin, Un homme sans titre. Je fais des stages de formation, par exemple, avec une association qui s'appelle Mille Visages, qu'a fondé une fille qui s'appelle Ouda Benyaïma, qui avait fait ce film Divine, et qui est de la formation pour des jeunes acteurs. Bon, ben justement, avec un acteur avec qui j'ai beaucoup travaillé, Mounir Bargoum, on va faire un stage d'une semaine au mois de mai. Je vais faire différentes choses, mais euh, prochain spectacle. D'en transmettre, en fait. Oui, Continuer. ça aussi. Ouais. Ouais, ouais, C'est aussi. c'est ce Ouais, que ouais, oui, j'entends bien de ce sûr, que bien vous sûr, dites, bien sûr, la bien sûr. transmission. Et puis, bon, essayer de faire vivre ce spectacle, L'amour médecin, qu'on vient de sortir. Qui est une création d'ailleurs Absolument. ici, hein, des théâtres. Peut-être un dernier mot, Mhm. puisque je m'engage à poser cette question dans le son de la scène, notre podcast, à chacun et chacune de nos invités. Et je vous la pose aussi. J'avais hâte. Elle me brûlait les Mhm. lèvres. Qu'est-ce qu'un artiste pour vous, là ou pour maintenant, après cet échange qui se Oh, ben termine? après, je sais pas, ça va pas. Je suis désolé je veux pas. Euh, dire que l'échange n'a servi à rien, mais Oh c'est non, mais ça. non. Oh non, Non, mais non, c'est mais dommage, j'en étais si bien. ça a pas. J'espère que ça n'a pas modifié ma conception des choses. Je Ah sais bah, je pas. pense, je serais pas si prétentieuse, Non, non, mais croyez-moi. non, Laurent. non, mais Ouais. non plus avec ce que j'ai dit. Mais je me méfie du mot. Je me méfie du mot parce que artiste, il y a artisterie derrière. Donc, Artisterie, ouais. oui, ben, c'est des clichés comportementaux. Mais je crois que c'est un mix de raison et d'hypersensibilité. Ça renvoie pour moi à ce que je disais au début, c'est de rendre des images du monde transposées, de- d'amener des gens dans un espace de questions et de regards et de regards différents. Mais je ne suis pas sûr. euh, Moi, je me suis souvent défini, et puis je pense que c'est juste pour un metteur. Il y a quelques metteurs en scène qui sont des artistes de première main, qui vont définir une forme qui ne leur appartient qu'à eux, qu'on a vu nulle part ailleurs. Je veux dire, il y a eu, pour moi, il y a eu Cantor, il y a eu Bob Wilson, il y a eu, bon, ok, là, on est face à une création presque de plasticien, Oui, quelles que soient les disciplines, quelle que là. soit la Oui. discipline, hein, mais bon, mais en tout cas, dans le champ du théâtre. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé à partir peut-être plus comme un cinéaste. D'ailleurs, je travaillais sur plusieurs textes ou scénarios de films, que ce soit Fassbinder, Eustache, et donc j'ai l'impression d'être un artiste de seconde main. C'est-à-dire que, oui, je travaille, Un je suis un artiste interprète. vintage. Non, j'interprète, je travaille sur une matière qui m'est donnée, imposée, que je reconstruis, que je recompose, qui serait entre, Alors, un artisan ouais, mais je de trouve que, seconde main, non. non, 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 un artisan, artisan, Non, non, artiste, on garde artiste. oui, quand même, je préfère le terme, non, parce qu'artisan, c'est presque insultant pour les gens je suis pas un artisan, Hmm. je travaille pas avec mes mains. Travailler la matière quand même, une Oui, je matière. travaille, Bon. ouais, mais l'acteur, je fais des conversations avec lui, je le modèle pas non plus. Hmm. Mais le langage, il peut être une Mais, matière aussi. Enfin oui, bon, ouais. oui. Non, mais je veux bien le mot artiste, mais avec ce que je viens de dire avant, mais qui n'autorise en rien l'espèce d'attitude, je veux dire, un artiste qui serait un travailleur au milieu des autres travailleurs. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Et ça me convient. Mais parce que parfois, quand on emploie le mot artiste, c'est pour se mettre à Il n'y a part. pas de transcendance pour vous. Non, Voilà. non, c'est ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que être un artiste, c'est être un travailleur pauvre au milieu des travailleurs pauvres. Donc voilà, ça me convient aussi.
Merci beaucoup, Jean-Louis Martinelli. Je Merci vous en beaucoup prie. d'avoir été avec Au nous. revoir. C'était un très bon moment en tout cas. Merci. Et puis n'hésitez pas à partager ce moment. Le son de la scène continue, c'est une joie et c'est un podcast à écouter, partager là aussi, transmettre, c'est important à toutes les oreilles autour de vous et à écouter, réécouter sur toutes les plateformes. Et c'est un podcast des théâtres, saison 2. Jean-Louis, merci et puis à bientôt. Je vous souhaite un bon À bientôt. voyage. Ouais, De bons merci, voyages. merci.